les multinationales, elles n'avaient pas envie que ça change. Parce que ça leur va bien, des gens qui ne savent pas lire, pas écrire. Parce que dès qu'on sait lire, qu'on sait écrire, ben, on va lire des journaux, on va syndiquer, on va poser des questions. Je pense que le mieux, c'est surtout d'en prendre la mesure et parents de se mobiliser pour pas laisser rentrer l'éducation sexuelle dans les écoles. Un enfant, il va pas inventer ça tout seul. C'est une sexualité d'adulte. Si vous voyez un enfant qui fait des gestes de masturbation comme un adulte, c'est qu'il a vu ou il a subi des choses. Je suis psychologue clinicienne. J'exerce en Guadeloupe depuis plus de 13 ans et je suis spécialisée en psychopathologie, psychanalytique et puis en psychotrauma aussi. J'ai rencontré Ariane, Amandine et toute l'équipe un petit peu au début de la crise sanitaire, lorsque j'ai voulu me rapprocher de collègues qui, comme moi, se posaient un petit peu des questions et ont interroger ce qui se passait à la lumière de la déontologie des psychologues, parce qu'en fait, nous, notre métier, enfin moi en tout cas la manière dont j'exerce la psychologie, c'est d'accompagner les individus, les personnes, à gagner en autonomie de pensée, à gagner en autonomie dans leur personnalité. La question, c'est si jamais, avec notamment l'obligation vaccinale, comment est-ce que moi je peux continuer à accompagner les patients à gagner en autonomie si moi-même je perds mon autonomie de pensée ou ma capacité de décider pour moi-même. Donc ça pose une question déontologique. Voilà, donc c'était un petit peu autour de ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis d'abord partie d'un constat plus global, d'un diagnostic plus global des dérives totalitaires sur les enfants. Et pour pouvoir parler d'ailleurs des enfants, j'ai parlé même plus globalement de ce qu'on observe de manière générale. Alors, ce que j'ai... je vais parler de quelques points, je ne vais pas pouvoir tout reprendre. Mais ce que j'ai un petit peu mis en évidence, c'est que finalement, c'est plusieurs domaines et champs d'intervention qui se recoupent, qui se superposent pour pouvoir aboutir un petit peu à la situation dans laquelle on est. Et pour comprendre finalement qu'est-ce qui se passe, si on part du principe qu'on est soumis à un régime totalitaire, on va se poser la question, on va se dire mais de quelle idéologie s'agit-il ? Quelle forme prend-elle cette idéologie ? Alors moi je suis partie tout simplement du système économique. Et je me suis appuyée sur un penseur algérien, un économiste algérien, Omar Aktouf, qui est enseignant HEC au Québec. Et je trouvais qu'il disait des choses intéressantes. Il expliquait d'ailleurs comment au début du 19e siècle, les premiers penseurs comme Karl Marx, qui ont tenté de mettre en forme et de penser en tout cas une économie, un système économique, c'était des philosophes. Donc, c'était des philosophes économistes qui, dans leur pensée, ont inclus une dimension sociale et éthique, humaine en fait, la prise en compte de l'humain. Mais à la fin du 19e siècle, la pensée, le système économique classique s'est transformé et l'économie a voulu devenir une science. Et en devenant une science, elle a évacué la dimension philosophique et donc la dimension sociale et la dimension éthique. C'est devenu ensuite le système néolibéral. Et le système néolibéral, c'est pas le système qui est au service de l'humain, c'est l'humain qui est au service du système. C'est un système économique où c'est le profit qui est le plus important, qui est le centre du système. Et l'humain doit servir le système, on doit toujours veiller à ce que ce système puisse exister et perdurer et évoluer. Parce qu'en fait, un système totalitaire, un régime totalitaire, une idéologie totalitaire est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Donc il évolue, il faut que l'humain évolue avec pour pouvoir garder sa stabilité. Et donc moi je pars du principe que oui, cette idéologie néolibérale finalement nous amène à une idéologie totalitaire. Omar Aktouf continue par exemple comment le système éducatif va former des professionnels, des citoyens en fonction des besoins du système, des profils de professionnels en fonction des besoins du système. Donc on va avoir en haut de l'échelle ce qu'il appelle lui les technocrates analysants. Donc certainement entre autres les ingénieurs notamment.
à qui on demande de résoudre des problèmes à partir de savants calculs ou de méthodes d'analyse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable intelligence, en tout cas selon Omar Aktouf, je trouve que c'est assez pertinent, c'est pas tant de connaître les méthodes d'analyse et de calcul pour résoudre les problèmes, que de savoir identifier les problèmes, les mettre en forme, les penser, les repérer. Et ça, on ne nous l'apprend plus. La deuxième catégorie de personnes, alors le mot m'échappe depuis le début d'après-midi, parce que c'est la fin de la journée, mais je vais vous les décrire, c'est toutes les personnes qui font vivre les machines de production. Voilà. Donc les taillets, ça me revient, les techniciens producteurs. Et donc, eux, la compétence qu'on leur demande, c'est de pouvoir résoudre les dysfonctionnements des machines. Et enfin, en bas de l'échelle, on a les exécutants, les opérateurs, à qui on demande de répéter toujours la même tâche. Et là, ils n'ont pas besoin de penser, ils n'ont pas besoin d'apprendre à penser, puisque, au contraire, il faut même que ce soit des gens qui ne cherchent pas trop à comprendre pour pouvoir continuellement se satisfaire de leur menu besogne. Et Omar Aktouf nous décrit, donc c'était, alors les propos là, je les prends d'une interview qu'il a faite dans un film documentaire canadien de 2008. Et à cette époque-là, il rapporte qu'environ 45% des employés américains étaient analphabètes, tout en ayant des diplômes du primaire et de secondaire. Alors moi, je me dis, tiens, en 2008, aux États-Unis, analphabète, ne pas savoir lire et écrire, mais avoir quand même des diplômes. On dit c'est avec l'ancienneté, avec l'âge. Alors notre système français, bon, on n'obtient pas un diplôme qu'avec l'ancienneté, puisque de toute manière, on ne fait plus de redoublement. Mais par contre, on fait passer les gens. Et la nouvelle devise, c'est à chaque niveau supérieur, on va s'adapter là où en est l'élève, pour que tout le monde réussisse. Même si le niveau a sacrément baissé. Je suis psychologue, mais je suis aussi maman et j'ai des jeunes enfants en primaire. Et là, avec la pénurie d'enseignants, etc., il y en a un qui a régulièrement des remplaçants. Le niveau, j'ai vu même en 3-4 ans, voilà, a considérablement chuté. Et l'enseignante qui vient de reprendre la suite là, pour les 2 mois qui restent était très optimiste. Elle a rencontré les parents, elle a dit « Ah, vos enfants sont motivés ». Je dis « Mais le programme, il ne va pas être fait ». « Oui, bon, c'est vrai, on n'aura pas le temps de voir tout le programme, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, les enseignants, ils vont évaluer et puis ils vont partir de là où ils en sont ». Alors si chaque année, on part d'un peu plus bas et que chaque année, le système est défaillant et on n'atteint pas le programme, bon, je pense que dans pas longtemps, on va arriver au même stade qu'aux États-Unis. Et en tout cas, ça vient dire quelque chose des attentes de l'humain pour nourrir le système, pour alimenter le système. Les multinationales, elles n'avaient pas envie que ça change. Parce que ça leur va bien, des gens qui ne savent pas lire, pas écrire. Parce que dès qu'on sait lire, qu'on sait écrire, on va lire des journaux, on va syndiquer, on va poser des questions. J'ai pas regardé, moi, directement les classements. Par contre, pour préparer le colloque, là, j'ai lu quelques articles sur un site où il y a beaucoup d'enseignants ou de jeunes enseignants critiques qui écrivent. Ça s'appelle laviemoderne.net. Laviemoderne.net. Si tu connais. Super. Voilà. Et dedans, il y avait justement un article. Alors, c'est celui, parce que j'en ai regardé 2. Il y en a une de Valérie Marchais et l'autre de Loïs. Et là, je crois que c'était celui de Valérie Marchais qui le mentionnait. Et l'une comme l'autre, dans ces 2 articles, ce qui ressort, c'est l'embrigadement petit à petit des nouveaux, dans les formations, la formation des enseignants. Et justement le fait qu'on demande non plus aux enseignants de réfléchir et d'apprendre à leurs élèves à réfléchir, mais tout simplement de répéter les principes qu'on leur a savamment mis dans le crâne presque. Enfin voilà, en tout cas, il y avait quelque chose d'un embrigadement et que même pour les examens, pour réussir les examens, même ceux qui voyaient, qui auraient pu avoir un regard critique sur le sujet, devaient se dispenser de donner leur avis et répondre comme on leur demandait s'ils voulaient avoir leur examen. Enfin voilà, c'était un petit peu ça qui ressortait des articles, quoi. Ce qui peut être important déjà, c'est d'être à l'écoute de son enfant. Pas forcément le surdramatiser. Ça veut pas dire ne pas le minimiser, en prendre la mesure, mais ne pas rajouter
encore plus de stress ou d'angoisse sur l'enfant par rapport à ce qu'il va dire. Donc, si par exemple l'enfant rentre en disant c'est bizarre, on m'a dit ça, on rigole dire ah bon, t'as dit ça, mais comment ça se fait, c'est pas de ton âge, voilà. De pouvoir le valider. Si l'enfant rentre en disant mais ça m'a dérangé, de pouvoir l'entendre de dire oui, ben, je comprends. Parce que moi, en effet, je pense que c'est peut-être des choses qu'on devrait te dire quand tu seras plus grand, etc. Voilà. En tout cas, de mettre des mots là-dessus. Et ensuite, je pense que tous, là, si on alerte et si on fait ces colloques aujourd'hui, c'est aussi pour mobiliser les parents, pour que les parents n'attendent pas. En fait, prévenir plutôt que guérir. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand le mal est fait, le mal est fait. Donc on peut accompagner son enfant, on peut l'emmener voir un psychologue, voilà, mais si l'enfant a été exposé à des scènes ou à des discours qui l'ont vraiment perturbé, alors ça arrive une fois, je pense voilà, on peut le discuter, etc. Mais il faut quand même se dire qu'à chaque fois qu'il y a effraction, ben, c'est là, quoi, le trauma est là, et donc je pense que le mieux, c'est surtout d'en prendre la mesure et parents de se mobiliser pour pas laisser rentrer l'éducation sexuelle dans les écoles. Les enfants n'ont pas la maturité, la maturation du système cognitif et du système affectif pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Leur corps n'est pas mature. C'est comme si vous demandiez à un enfant qui vient de naître de marcher, ses jambes ne peuvent pas le porter, enfin tout n'est pas prêt. Donc là, pour la sexualité, c'est pareil, l'enfant il a les organes, mais ce ne sont pas des organes qui ont atteint leur maturité génitale. Donc il ne peut pas avoir de sexualité comme les adultes peuvent en avoir. Et ce qu'on observe aussi, c'est que si un enfant voit par exemple une scène qu'il n'a pas à voir, je vais tant pis donner un exemple, mais une scène de fellation, eh bien, sans comprendre ce que c'est, mais par curiosité, et puis parce qu'aussi pour pouvoir essayer de mettre du sens, eh bien, il va être dans l'imitation. Parce qu'en plus, l'enfant, il est à un âge où il est dans l'imitation. Ça ne veut pas dire qu'il a une sexualité, mais il est dans l'imitation. Et c'est comme ça que des fois on retrouve, oui, deux enfants dans les écoles, voilà, qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y en a un qui a forcément vu ou qui a subi. Un enfant, il ne va pas inventer ça tout seul. C'est une sexualité d'adulte. La sexualité, comment dire, c'est pas il faut justement distinguer. Le problème en français, c'est une langue riche, mais là-dessus, on manque de mots. Parce qu'on employait le mot sexualité pour parler des tripotages et de la découverte du corps de l'enfant. On a parlé de sexualité infantile, Freud a parlé de sexualité infantile, mais dans la psychanalyse, ça ne veut pas dire la sexualité d'un adulte. Donc je pense qu'en effet, il faut oublier, là on en est à un stade où il faut bannir le mot sexualité pour l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des sensations. Bien sûr, il va avoir des sensations. Mais si vous voyez un enfant qui se touche le zizi, il tire sur son zizi. La petite fille, elle touche, voilà. Mais ça s'arrête là. Si vous voyez un enfant qui fait des gestes de masturbation comme un adulte, c'est qu'il a vu ou il a subi des choses. Il ne peut pas l'inventer. Ça, c'est important. Ça peut être aussi un élément qui peut permettre aussi peut-être à un parent aussi d'évaluer. Parce qu'on a eu une époque où c'était l'extrême inverse. C'est-à-dire que dès que deux enfants jouaient au docteur, alors là, on disait que c'était des enfants pervers, fallait les retirer, fallait les placer, ils allaient voir le psy, c'était la catastrophe, etc. Donc on passe d'un extrême à un autre. Donc l'idée, c'est que l'enfant peut très bien être dans une découverte du corps. Il ne faut pas le plébisciter. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à l'enfant « va jouer au docteur ». Si on le voit, on lui dit « non, ça ne se fait pas » ou « voilà, tu n'as pas touché le corps d'autre ». Mais en même temps, c'est normal que l'enfant enfreigne un petit peu cet interdit, parce que c'est la découverte. Si jamais c'est son corps à lui, qu'on lui dise « tu fais pas ça en public », tu touches ton corps en privé, mais on lui dit pas plus, on lui explique pas comment il faut faire. On lui dit juste ce que tu veux, oui, ok. Alors s'il demande, je lui dis oui, ok, peut-être que quand tu touches des endroits, tu as des sensations, mais tu fais pas ça en public, ça s'arrête là. On n'a pas à en dire plus. Surtout qu'on ne sait pas, d'un enfant à un autre, s'il en est au même stade. On ne sait pas, en fait, d'un enfant à un autre, s'il en est au même stade. Tous les enfants n'apprennent pas à marcher en même temps.
Tous les enfants n'apprennent pas à parler en même temps. Donc, c'est pareil pour aussi ce qui est de la curiosité et de la compréhension de la chose sexuelle, de l'amour, de comment on fait des bébés. Et donc, donner trop d'informations à un enfant alors qu'il n'est pas prêt à les recevoir, c'est le perturber. Il vaut mieux attendre que l'enfant pose des questions. Et quand on ne répond qu'à sa question, on ne va pas plus loin. Et parfois, vous verrez même l'enfant, il va vous poser plusieurs fois la même question. Comme s'il n'avait pas compris, il va vous dire les enfants sortent par le nombril. Vous allez lui dire non, ils ne sortent pas par le nombril. Il va vous dire ah bon, ils sortent, hein. Vous allez lui répondre à la question, et puis une semaine après, il va vous redire que les enfants sortent par le nombril. C'est que sur le moment, il n'était pas prêt à entendre autre chose. Donc voilà, donc il faut le laisser dans son insouciance, le laisser grandir petit à petit, et voilà. Et là, on va pas le perturber, et on va pas aussi parce que l'autre risque, enfin l'autre effet, qui va rejoindre mon premier propos. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je suis passée par ce système qui rend les gens de plus en plus analphabètes. C'est que pour pouvoir développer ses capacités cognitives, il faut réprimer la décharge de la tension sexuelle et de l'énergie sexuelle. L'enfant, c'est normal qu'il n'ait pas à décharger tout de suite ses pulsions. D'ailleurs, un enfant, par exemple, qui tète le sein de sa mère, il n'apprend pas à parler. C'est le jour où il arrête de téter qu'il peut utiliser sa bouche pour faire autre chose. Et qu'il peut utiliser donc son cerveau pour développer des neurones, pour pouvoir différer sa demande, apprendre à patienter ou trouver d'autres stratégies pour obtenir satisfaction. Donc en fait, l'élément de vie, notre énergie qui nous permet de vivre, qui nous donne notre élan vital, c'est ce réservoir pulsionnel, libidinal, sexuel. Donc il faut pouvoir le garder, ce réservoir, pour l'utiliser, pour développer notre intellect. Et plus tard, quand on est adulte, c'est pareil. Souvent, on dit des sportifs de haut niveau. On dit souvent des sportifs de haut niveau qu'il ne faut pas qu'ils aient justement de rapports sexuels avant une compétition. Pareil pour les militaires. Et bien, Freud disait la même chose pour le travail intellectuel aussi. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un lien indéniable entre le développement de la pensée et la répression de l'énergie sexuelle, de la satisfaction sexuelle. Donc si vous sursexualisez les enfants, en plus de ça, eh bien ça va induire forcément quelque part une inhibition du développement cognitif.